Ces nouveaux modèles, ils ont émergé sous nos yeux, autour de nous, depuis environ 50 ans. Et ils ont tous pris des noms différents, mais si on les regarde un peu avec de la hauteur, on s'aperçoit qu'ils fonctionnent de la même façon et qui, lorsqu'ils sont assemblés, produisent une économie complètement innovante. C'est quoi cette économie? C'est utiliser en priorité les services rendus par les écosystèmes vivants. Ils ont une innovation pour répondre aux besoins essentiels de l'humanité, puisque nous sommes aussi des êtres vivants, qui a 3,5 milliards d'années. Ils sont extrêmement efficients. On est capable aujourd'hui d'épurer les eaux d'un habitant avec 0,5 mètres carrés de jardin filtrant, et vous obtenez à la fin des jardins au cœur des villes avec des joncs, des roseaux, des iris, des nénuphars, des fontaines, des cascades pour oxygéner l'eau, et ça c'est pour être une centrale d'épuration. Donc ils apportent en plus des paysages, des matériaux, ils peuvent rentrer en résonance avec d'autres systèmes comme la permaculture, et tout ça va rentrer en synergie. Ça c'est le premier point, utiliser l'intelligence rendue par les écosystèmes vivants. Le deuxième point, à une époque où on le voit bien, on le sait maintenant, les ressources naturelles sont limitées, rares, on extrait, on transforme, on consomme, on jette. On est dans un modèle linéaire, extractif. Il faut cesser ça. Il faut arrêter de vouloir posséder nos objets. Il faut en fait accéder à leur usage. Quand vous avez un téléphone, s'il ne fonctionne plus, vous vous retrouvez avec un tas de métaux, de l'or, du tantal, du cuivre, des métaux parfois très précieux qui finalement dorment là parce que vous n'en avez plus l'usage. Ce qui vous intéresse dans votre téléphone, c'est de pouvoir téléphoner. Donc, n'achetez plus les métaux. Achetez l'usage de téléphoner. Et de plus en plus, ces modèles vont être de plus en plus rentables parce que comme le coût des matières premières va en augmentant, puisque on est arrivé aux limites, eh bien, les fabricants ont intérêt à ne plus perdre leurs matières premières et à ainsi former des cycles fermés avec le producteur, avec l'usager, où on loue en fait ces équipements plutôt que de les posséder. Troisième point, c'est que à l'intérieur même de ces objets, on soit dans des composants interopérables. C'est quoi l'interopérabilité? C'est juste des jeux de Lego. Vous voyez, avec quelques briques de Lego, vous savez que vous pouvez en fait faire tout un univers. Pourquoi? Parce que ils ont toujours la même distance, un trou, une bosse, et vous allez pouvoir combiner tout cela. Eh bien, le futur de l'industrie, c'est ça aussi. Et pour l'usager, ce qui est formidable, c'est que il va pouvoir suivre l'innovation non pas en changeant tout l'objet et en jetant un objet qui pourrait encore servir, mais juste en changeant le composant. Autre et dernier élément, c'est la gouvernance partagée et la possession partagée de ces écosystèmes productifs. Pourquoi? Parce que comment on voit l'innovation apparaître au niveau des territoires? C'est une innovation qui vient notamment des territoires. Eh bien, on voit par exemple les communs énergétiques qui ont propulsé l'Allemagne à devenir leader des énergies renouvelables. C'est quoi ces communs énergétiques? C'est des communes, des citoyens, des agriculteurs le plus souvent, qui se sont associés pour faire leur propre structure, infrastructure de production d'énergie. Et résultat, c'est eux aussi qui ont le retour sur l'investissement. Donc non seulement ils installent leurs infrastructures, non seulement l'argent qui est posé, qui est investi sur le territoire revient au territoire lui-même et ne part pas dans les sphères de la finance mondiale, parce que si vous avez des opérateurs énergétiques qui louent les terres pour implanter leurs éoliennes, après, l'argent ne reste pas sur le territoire. Tandis que là, on est capable aujourd'hui de faire ces communs productifs, autant pour les téléphones que l'énergie, que pour des voitures, que pour des Fab Labs, que pour des Food Labs, que pour des fermes coopératives, des supermarchés coopératifs. On voit les exemples émerger partout dans le monde. Quand vous rassemblez ça, vous avez une économie où non seulement l'homme co-construit les équilibres planétaires parce qu'il utilise les services vivants, d'abord, et deux, qui recrée de l'emploi sur les territoires, qui recrée du lien social, qui booste la créativité humaine et qui, en plus, répartit la valeur.
Cette économie a des obstacles qui sont principalement culturels, qui sont principalement des obstacles de croyances, de récits, et puis aussi des obstacles réglementaires, des obstacles d'investissement. Mais lorsque les acteurs ont dépassé ces limites de l'imaginaire, en se disant on n'a jamais fonctionné comme ça, mais après tout, ça a marché ailleurs, etc. Les réussites et les croissances sont très rapides. Je sors là de la présentation de la ville de Fourmi, qui a complètement réinventé sa ville en 2 ans et demi. En 2 ans et demi. Donc, c'est extrêmement rapide. Il y a près de Bordeaux, ils ont créé un supermarché inversé. Au bout de 6 mois, ils étaient rentables. C'est-à-dire que c'est une économie extrêmement efficiente. C'est très dur, les administrations sont silotées, on n'a parfois pas les réglementations qu'il faut, les investisseurs n'ont pas encore vu cette nouvelle économie. Souvent, elle est beaucoup moins capitalistique et ils se disent, on n'arrive même pas au seuil d'investissement parfois qui sont demandés. Mais quand elle se met en place, elle part en boule de neige, elle est synergique. Donc en fait, plus elle se développe, mieux elle va se développer. Mais le principal obstacle, il est culturel.